Monsieur Yamoussa Sidibé. Bonjour. Bonjour. Monsieur Kamara. Le professionnel des médias ou bien le romancier que nous C'est un recevons. immense plaisir d'être avec vous. Merci Monsieur beaucoup. le professionnel. Nous sommes très contents. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quelqu'un a dit écrire, c'est le seul moyen de s'exprimer sans être interrompu. En retrait de la vie professionnelle depuis quelques moments, notre invité reste un grand amoureux classique de la plume. Il vient de nous traduire son attachement à nos valeurs de grandeur à travers le récit romancé de la vie palpitante d'une légende africaine. Mouroutigui exprime-t-il la nouvelle dimension littéraire que prend Yamoussa Sidibé ou bien c'est la suite d'une fresque qui rappelle à notre époque l'Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales? Réponse dans un instant. Merci de nous accepter chez vous. Bonsoir, Monsieur Yamoussa Sidibé. Bonsoir, Monsieur Kamara. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la radio. Merci de nous faire l'honneur d'accepter cette invitation à la sortie de votre premier roman, Les Balafres du pouvoir. Vous confiez en ce moment à la presse que c'est parce que vous aviez beaucoup de choses dans le ventre à dire. Après, il y a eu Saté et nous sommes au 5e roman qui porte le titre emblématique de Mouroutigui. Est-ce que c'est la suite de toutes ces valeurs, de toutes ces vérités que vous aviez envie de crier, de dire au monde? Encore une fois, bonsoir. Vous savez, chaque jour que nous vivons a ses réalités. Et donc certainement au moment où j'écrivais Les Balafres du pouvoir, j'ai vécu une situation, je voyais des choses autour de moi que j'ai tenté d'exprimer dans ce livre-là. Vous avez dit que l'écriture, vous l'avez dit tout à l'heure, paraphraser quelqu'un, que écrire c'est le seul moyen de parler sans être interrompu. Et donc c'est un outil que l'intellectuel s'approprie pour exprimer la vie qu'il vit, la vie qui existe autour de lui. Et donc c'est peut-être une suite. Au fur et à mesure que nous vivons, au fur et à mesure que nous bénéficions d'une nouvelle journée, on voit de nouvelles réalités, on voit autre chose autour de soi. Et l'écriture nous permet de nous exprimer, d'être dans notre présent et de nous projeter dans l'avenir. Mais dans vos écrits, surtout dans le dernier Mouroutigui, vous ne parlez pas du présent, vous parlez du passé, peut-être même d'une période ancestrale avec des constances qu'on retrouve. Oui, c'est un roman historique. Mais n'oubliez pas que en écrivant ce roman historique, je me place dans le présent et j'alerte l'avenir. Quelque chose s'est passé au 19e siècle. Vous savez, Mouroutigui, c'est la vie romancée de Almamé Samori Touré. Qui est appelé dans le roman Sonamori. Sonamori, voilà, parce que c'est un roman. Et donc, je me suis approprié les personnages. Et, dans ce roman, le personnage principal dit non à la pénétration coloniale, dit non à la présence des étrangers, dit non à ce qu'on vient de lui dire, ce qu'il doit faire chez lui. Mais quelles ont été les conséquences de ce refus? Est-ce que la postérité a su tirer les leçons qu'il faut de ce geste-là? Qui sommes-nous aujourd'hui? Sommes-nous les véritables héritiers de ce personnage-là? Serons-nous transmettre à la postérité le geste, le sens du geste de ce personnage-là? Quelles sont les grandes questions que j'ai soulevées dans ce livre-là? Donc ce n'est pas seulement un livre tassé dans le passé, c'est un livre qui se veut aussi dans le présent. Parce que ça me permet de parler à mes contemporains, ça me permet aussi de m'adresser à l'avenir. Parce que la plume, c'est la seule arme dans les mains de l'intellectuel. Il n'a pas toujours le micro. Et quand il a le micro, comme vous l'avez dit, il est souvent interrompu par des questions, par des boutades, et puis par l'exigence de la vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il ne peut pas dire tout de suite au micro. Parce qu'il se dit que ça peut l'empêcher de nourrir sa famille. Mais quand il a la plume, il est libre. Il est libre et il exalte tout. Et là, vous pensez avoir tout dit de ce que vous voudrez dire sur ce grand homme, sur d'autres aussi qui apparaissent dans certains de vos romans, Nyarak Beri, qui est une de vos actrices. Est-ce que vous voulez les réhabiliter ou bien seulement qu'est-ce qu'il fallait dire sur eux en fait? Non, pas les réhabiliter. Ce n'est pas mon travail. Peut-être ce serait un geste politique, cette réhabilitation. Ce que je veux dire, par exemple, dans Nyarabeli,
Vous avez vu, si vous avez lu Nyarabeli, à un moment donné, la reine est tombée malade. Et pendant sa maladie, il y a eu beaucoup d'actes que ses conseillers, que ses ministres ont posés en son nom, alors qu'elle n'était même pas au courant. Il y a eu des plages qui étaient vendues aux étrangers. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en son nom, alors qu'elle n'était même pas au courant. N'est-ce pas? Donc, ça a attiré un peu l'attention des uns et des autres. Dans le roman, j'ai écrit que Nyarabeli, qui était la reine, si elle ne peut plus commander, si elle ne peut plus gérer correctement le pays, si elle est incapable par la maladie de contrôler la situation, qu'elle se retire. Sauf que Nyarabeli a existé. Elle a existé effectivement. Elle a existé, mais j'en fais un personnage d'un roman. Elle obéit à mes convictions politiques, à mes convictions philosophiques, à mes convictions pédagogiques. Mes personnages, je les plie dans ce rôle-là. Mes personnages obéissent à moi, obéissent à ma vision du monde. C'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai pris ce que mes contemporains vivent aujourd'hui. Au moment où j'écrivais le roman est sorti en 2006. Vous savez, la déliquescence que l'État guinéen connaissait en 2006. Et c'est ce que j'ai reporté dans la vie de Nyarabeli. Malade, couché. Murtigui alors aussi rappelle à peu près certains éléments, certaines traditions, parce que voilà un chef qui à une certaine période de son pouvoir essaie de lier, de construire cette grande nation pour le pays. Malheureusement, il ne va pas y arriver. Est-ce que souvent c'est le rêve avorté de beaucoup de nos chefs? Est-ce que le rêve de Samori Touré ou bien de Sonamori dans le roman a été avorté? Il a fait ce qu'il avait à faire. Le reste revenait à ses compatriotes. Il revenait à ses compatriotes de poursuivre l'œuvre ou non, de comprendre le sens de son geste ou non. On a dit qu'il était sanguinaire, qu'il était cruel, mais on a oublié la justice de son époque. Est-ce que nous avons su comprendre ce qu'il a fait? Est-ce que nous avons su comprendre le geste de Bokar Biro qui a été tué? Oui. Il voulait une grande nation, il voulait des nations indépendantes. Sonamori n'a jamais refusé l'étranger. Il a voulu que l'étranger lui ouvre les portes de la science et de la technologie. Que l'étranger fasse profiter son peuple de ses connaissances scientifiques, technologiques. Mais que l'étranger reste l'étranger. Que l'étranger ne s'immisce pas dans la gestion de son pays. Que son pays, que sa nation reste indépendante. Et il s'est battu dans ce sens. Boubacar Biro, au Fouta, a fait la même chose. Ils ont été tués pour leurs convictions. Est-ce que nous qui sommes les héritiers, nous avons su être de véritables héritiers? Est-ce que nous avons su comprendre le sens de ces gestes? Est-ce que quand nous sommes allés voter le 28 septembre 1958, nous avons dit non au référendum gaulliste? Est-ce que nous avons su gérer notre indépendance? Est-ce que nous avons été à la hauteur des attentes? Est-ce que la bienveillance que le monde progressiste a manifestée à notre égard, est-ce que nous avons su couronner, nous avons su donner un sens à tout cela? C'est le sens. Beaucoup de questions. Dans vos écrits, M. Sidivé, il y a une constance. On parle beaucoup du passé, on parle de nos valeurs, on parle de la mer qui se retrouve là, qui est même moteur souvent de certains de vos écrits. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique cet attachement? Vous nous parlez de Kandé Oumar, vous nous parlez de Nyarabeli, vous nous parlez de Sonamori. Qu'est-ce qui marque cet attachement à notre passé, à notre histoire? Est-ce que vous avez peur qu'on nous parle de notre identité dans l'universel ou bien c'est juste par nostalgie? Non. Nous n'existerons pas, nous ne saurons jamais exister sans ce que nous avons été. Il faut partir de ce que nous avons été, de notre culture, pour exister aujourd'hui. À l'heure du numérique, il faut que nous comprenions que chaque peuple va vers l'universel avec ce qu'il est ou ce qu'il a été. Nous apportons quelque chose. Ce que nous sommes, c'est ce que nos parents ont travaillé à nous donner. C'est l'empreinte qu'ils nous ont imprimée. Et c'est cette empreinte-là qu'il faut comprendre. Et c'est cette empreinte-là qu'il faut apporter avec nous dans notre escarcelle vers l'universel. Il faut absolument que nous soyons nous. À un moment donné, quand j'étais à la tête de la radiodiffusion télévision guinéenne, j'avais suggéré que les artistes guinéens chantent guinéen, dansent guinéen, s'habillent guinéen. Mais c'était pour nous permettre d'aller vers les autres Africains avec ce que nous sommes, d'apporter un peu de nous. Nous nous ouvrons les portes de l'universel, nous nous ouvrons les portes de l'Afrique, mais dans ce mouvement africain, dans ce mouvement d'ensemble africain, il faut qu'on reconnaisse des soupçons de Guinéens, il faut qu'on reconnaisse
une marque guinéenne. Il faut que nous apportions quelque chose. Il ne faut pas que nous venions dans cet ensemble, dans n'importe quel ensemble, avec l'empreinte des autres. La Côte d'Ivoire a réussi à se constituer une certaine culture. Le Mali est consort. Il faut que nous venions dans n'importe quel ensemble avec un peu de ce que nous sommes. C'est notre façon d'apporter quelque chose à l'universel, à l'Afrique. Pour finir, Mouroutigui, est-ce que la suite d'une fresque qui rappelle cette Afrique vaillante, cette Afrique grande et qui veut continuer à rester Afrique avec toutes ses valeurs, ou bien c'est une nouvelle tournure, une nouvelle dimension littéraire que vous empruntez? Non, mais c'est un peu mon écriture. C'est un peu mon écriture. Non, ce n'est pas absolument un nouveau virage. C'est dans mes différents personnages, je montre la fierté africaine. Parce que nous avons été grands. Il faut que la jeunesse d'aujourd'hui le comprenne. Il faut que nos contemporains le comprennent. Nous avons été grands. Nous avons été grands. Nous avons bâti quelque chose de grandiose. Nous avions une pédagogie qui obéissait ou qui tenait compte de notre présence, de notre existence, de notre environnement. Nous avions une philosophie. Nous avions un regard politique sur le monde qui tenait compte de notre environnement. Il faut que la jeunesse actuelle, il faut que nos contemporains, il faut que ceux qui vivent aujourd'hui en Afrique le comprennent. En tendant la main à l'autre, nous partons avec tout cela. Que l'autre apprenne à prendre quelque chose de nous. Comme ça, la discussion, le dialogue entre nos deux peuples peut mieux tenir. Mouroutigui ou le sabre du refus, ce n'est pas violent comme titre? Non, non. Quand tu dis non, il faut avoir les moyens de dire non. Et Sonamuri, le moyen de dire non, c'était le sabre. Parce que l'envahisseur ou l'ennemi ou l'étranger venait avec des canons. Il avait le sabre, mais il n'a pas reculé. Avec son sabre, il a su dire non. Il a su dire ce qu'il est, ce qu'il veut pour son pays. Mouroutigui de Yamoussa Sidibé, le 5e roman, nous vous le recommandons absolument. C'est à voir dans vos bibliothèques. C'est une belle écriture, M. Sidibé. Merci. Merci à vous. Merci une fois encore d'avoir accepté de partager ce moment avec nous. Ça a été un immense plaisir d'être sur ce plateau. Merci, M. Yamoussa. Félicitations. Merci. Vous avez été satisfait? Je ne sais pas. Merci.